On vous a dit que l'Afrique est pauvre, qu'elle est mal gouvernée, qu'elle n'arrive pas à se développer. Et si depuis des siècles, l'Afrique avait en fait été empêchée de prospérer? Et si en fait actuellement, à l'heure même où je vous parle, une deuxième guerre de décolonisation était en cours entre les forces qui veulent continuer à empêcher l'Afrique de prospérer et les forces qui veulent vraiment la libérer. Et quand je parle d'une deuxième guerre de décolonisation, c'est vraiment une guerre avec des coups de feu et des morts et des victimes bien réelles. Dans cette vidéo, je vous explique par quel mécanisme l'Afrique a appauvri et pourquoi l'hiver noir est cette deuxième guerre de décolonisation qui a déjà commencé. Que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous souhaite la bienvenue sur Afrique Libre et Prospère. Je m'appelle Mansa Yen, auteur du livre Africain et Fier. Et je profite de cette vidéo pour vous annoncer que la version pour adolescents, c'est-à-dire l'édition jeunesse du livre, est actuellement disponible sur Amazon. Le livre vient juste de sortir sur Amazon et est actuellement en période de promo jusqu'à ce soir dimanche à 21h. Donc pendant la période de promo, le livre est à 10 € et ce soir après 21h, à la fin de la promo, le prix du livre passera à 15 €. Tous les liens sont en description si vous voulez profiter de cette période promotionnelle à l'occasion de la sortie et du lancement du livre. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Tout commence avec la traite négrière. Pendant plus de 400 ans, les Africains sont déportés, maltraités. Mais le plus important, ce n'est pas ce qui se passe dans les bateaux. Parce qu'on a souvent tendance à oublier l'impact de toutes ces captures et cette déportation sur ceux qui restent même sur place en Afrique. Parce que ce que cette traite des esclaves provoque, c'est des guerres sur place, c'est des villages qui sont attaqués et détruits. C'est la peur qui devient permanente parce qu'il y a l'insécurité qui s'est installée. Donc on se retrouve justement dans des sociétés entières qui vivent dans l'insécurité. Et quand on vit dans l'insécurité, il n'y a pas de place physiquement ou mentalement pour réfléchir, pour innover, pour s'épanouir, se développer. On a peur qu'à tout moment, on peut être attaqué et être réduit en esclavage. C'est cette réalité qu'on peut voir dans différents documents d'époque. Je vais commencer par vous présenter ici un livre publié en 1895, intitulé History of the Gold Coast and Asante. À la page 151 du livre, il est dit ceci. Donc ce qu'il dit ici, c'est qu'un écrivain du XVIIe siècle rapporte que justement les Européens transportaient en moyenne chaque année 100 000 esclaves depuis l'Afrique jusqu'aux Amériques et que vu l'étendue de ce trafic, cela provoquait une forte instabilité et des abus de toutes sortes au sein des populations locales, y compris la production de guerres fréquentes parmi les peuples vivant sur place. Donc comme je disais, dans un tel climat d'insécurité et d'instabilité, impossible de se concentrer sur le fait de prospérer, le fait de créer, de construire. Donc ce que ça signifie ici en fait, c'est que toutes ces personnes qui sont déportées chaque année, ce sont des millions et des millions d'hommes, de femmes et d'enfants que l'Afrique perd comme ça. En réalité, vous entendez souvent dans les statistiques officielles qu'environ 20 millions d'Africains auraient été victimes de cette traite négrière. La réalité, c'est que déjà dans cet extrait que je viens de partager avec vous, il dit bien ici que 100 000 esclaves étaient transportés chaque année. Mais la vérité, c'est que si 100 000 esclaves étaient déportés chaque année, ça veut dire que 10 fois plus d'esclaves mouraient dans le processus. Pourquoi? Parce que pour capturer un esclave, environ 10 Africains étaient tués.
D'ailleurs, dans mon livre Africain et fier, cette fois-ci la version adulte du livre, j'ai d'autres extraits d'autres livres qui parlent un peu de ces pertes énormes plus en détail. On a par exemple là à la page 44 du livre. Donc comme je disais, là c'est la version adulte du livre qui est sortie en 2023, si je ne me trompe pas. C'est différent de la version ado qui vient de sortir, dont je vous parlais à l'instant. Là la version ado a 114 pages, tandis que la version adulte a 300 pages. Vous voyez au niveau de la différence de présentation et de contenu. Donc à la page 44, je disais, on a ici un extrait d'un livre qui s'intitule « L'aristocratie négrière ou réflexion philosophique et historique sur l'esclavage et l'affranchissement des Noirs », écrit par Sébastien André Sibir, l'abbé Sébastien André Sibir, en 1757. Il dit par exemple « Je mets en fait que de la Guinée, on exporte annuellement 100 000 hommes. 100 000 hommes, comme dans l'extrait en anglais ici. Le même équivalent. Et là, il précise en disant combien ont dû périr avant que les vaisseaux retirassent ce produit net? 8 ou 9. Voilà d'un coup 1 million d'hommes de moins dans l'espace d'un an. Calculez cette somme par 3 siècles. Vous aurez pour résultat 300 millions d'individus. Et d'après quoi, je vous prierai de m'expliquer comment l'Afrique a pu supporter ces pertes énormes. Vous voyez, ce chiffre est de très loin supérieur aux 20 millions dont on entend souvent parler. Il y a un autre extrait, c'est la page 47 du livre. Extrait d'un livre intitulé « De la traite des esclaves en Afrique », écrit par Thomas Buxton et publié en 1840. Il dit par exemple, Monsieur Miles, page 98, dont il cite un autre livre, dont Thomas Buxton cite un autre livre dans son livre, déclara en 1790 devant le comité que dans une seule expédition pour faire des esclaves, plus de 60 000 malheureux perdirent la vie. Bosman raconte dans 2 de ces expéditions, plus de 100 000 hommes furent tués. Et suivant M. Devenès, 60 000 perdirent la vie dans une seule expédition. Et je vais m'arrêter là. Mais là, avec cet aperçu, vous voyez encore, je vous donne juste une idée du degré de carnage et du degré d'insécurité que l'Afrique a connu pendant toute cette période de la traite négrière. Comment on a prospéré dans ces conditions lorsque les hommes, les femmes, les enfants, les forces vives qui étaient censées faire progresser l'Afrique sont ainsi tués et arrachés à la vie et même déportés pour aller hors du continent. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça ne s'arrête pas à l'esclavage. Quand on rentre dans la phase de colonisation qui a lieu juste après, parce que les 2 événements sont vraiment successifs dans le temps, c'est comme une nouvelle phase du même processus qui commence. Et dans cette nouvelle phase, on connaît la fameuse conférence de Berlin de 1884-1885. Je ne vais pas davantage m'appesantir dessus, mais où je vais attirer votre attention ici, c'est que, en fait, pendant la colonisation, les choses ne se font pas pour le développement de l'Afrique. Attention, la colonisation a pour but d'exploiter l'Afrique, d'extraire les matières premières. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment les chemins de fer et les principaux ports sont construits tout autour de l'Afrique, juste pour permettre de drainer les ressources de l'intérieur des terres vers l'extérieur. Il y a des cultures qui sont imposées, c'est-à-dire que les populations n'avaient plus été empêchées de cultiver les produits qui leur permettaient de se nourrir, mais on leur imposait des cultures d'exportation comme le cacao, le café, ce genre de choses, le coton. Et bien sûr, il y avait le travail forcé, parce que dans tout ce processus où on poussait les Africains à produire, cela ne se faisait pas de leur plein gré. Ils étaient forcés à travailler. Il y avait souvent des châtiments corporels pour les obliger à coopérer. Il y a cet extrait d'Aimé Césaire que je mentionne ici dans mon livre Africain et fier, édition adulte aussi, à la page 70, à la page 70, qui résume bien ce qu'était la colonisation du point de vue des Africains. Dans le livre d'Aimé Césaire en question s'intitule Discours sur le colonialisme, publié en 1950. Il dit « Sécurité, culture, juridisme. En attendant, je regarde et je vois. Partout où il y a, face à face, colonisateurs et colonisés, la force, la brutalité, la cruauté, le sadisme, le heurt et en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de quelques milliers de fonctionnaires subalternes.
de boys, d'artisans, d'employés de commerce et d'interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires. À mon tour de poser une équation. Colonisation égale chosification. J'entends la tempête. On me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Dans cet extrait, Aimé Césaire montre bien que la colonisation, ce sont des êtres humains d'abord. Des êtres humains détruits, des vies détruites. Au-delà de tout le matérialisme qui de toute façon servait les intérêts des colonisateurs. Quand je parle de matérialisme, je parle des routes qui en fait servaient à transporter les richesses des terres intérieures vers les ports. Les rails, ça avait toujours pour but d'exporter ces matières vers l'Europe. Quand on parle des maladies guéries, on n'avait pas besoin d'être colonisé pour que les technologies ou l'évolution de la médecine arrive en Afrique. C'est un peu comme si on nous disait, pour le smartphone par exemple, on n'a pas eu besoin de connaître quelque chose comme la colonisation pour que les smartphones se démocratisent en Afrique. Donc de même, on n'avait pas besoin de connaître la colonisation pour que certaines technologies ou certaines avancées de l'évolution humaine impactent aussi positivement l'Afrique. Donc dans ce schéma de la colonisation, l'Afrique ne produit pas. L'Afrique se contente d'exporter. Dans ce schéma, l'Afrique ne transforme pas. Dans ce schéma de la colonisation, l'Afrique travaille. Elle travaille même très dur, mais elle ne s'enrichit pas. Et en plus de tout ça, les systèmes politiques africains qui existaient avant la colonisation ont simplement été mis de côté et remplacés par des élites locales formées par les colonisateurs. Les réseaux commerciaux africains qui existaient avant la colonisation ont simplement été détruits et remplacés par des modèles imposés de l'étranger. Et tous les savoirs locaux d'avant la colonisation ont simplement été perdus parce que les cultures africaines ont été dévalorisées par les colonisateurs. En comprenant avec tout ce système qui ne profitait pas à l'Afrique, mais profitait aux colonisateurs, on comprend pourquoi l'Afrique a voulu s'en débarrasser avec le mouvement des indépendances des années 60. Et pour ça, l'Afrique a dû mener une guerre de décolonisation. Mais en réalité, si on va dans le détail, cette guerre de décolonisation n'a pas eu lieu dans l'entièreté de l'Afrique. Dans le cas de l'Afrique francophone, par exemple, elle a uniquement eu lieu dans 2 pays, en Algérie et au Cameroun. Donc ce sont les 2 seuls pays d'Afrique francophone qui ont vraiment pris les armes pour pouvoir mener une guerre frontale contre le colonisateur. Donc quand on peut le voir, la guerre de l'Algérie a eu lieu entre 1954 et 1962. Et la guerre du Cameroun a eu lieu entre 1956 et 1965. Mais la vérité, c'est que cette guerre d'indépendance a été perdue par l'Afrique. Oui, les Africains ont perdu cette première guerre d'indépendance. Pourquoi? Parce que, pour le cas de l'Algérie, on peut considérer qu'elle a gagné sa guerre d'indépendance, mais à moitié seulement. Parce qu'elle a gagné pourquoi? Parce que c'est le groupe politique qui voulait la véritable indépendance de l'Algérie qui a eu le dessus sur la France. Et c'est comme ça qu'en 1962, la guerre a pris fin et ceux qui voulaient vraiment l'indépendance de l'Algérie ont pris le pouvoir dans le pays. Sauf que bon, on sait que du point de vue économique, l'indépendance n'est pas totale. Mais c'est encore plus grave pour l'Afrique subsaharienne. Et c'est sur ce cas qu'on va s'appesantir. Cette première guerre d'indépendance a été totalement perdue. Déjà au Cameroun, le seul pays d'Afrique noire où il y a vraiment eu des combats violents et des affrontements physiques. Dans le cadre de cette guerre d'indépendance, le Cameroun a perdu parce que les mouvements politiques qui voulaient la véritable indépendance complète et totale du Cameroun ont été balayés, ont été exterminés. Et le pouvoir a été confié à des autorités qui étaient en réalité alignées sur la France, sur les intérêts de la France. C'est ces mêmes autorités qui sont encore aux affaires jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 60 ans plus tard. Et pareil pour les autres pays d'Afrique subsaharienne francophone, où les indépendances ont été accordées. La vérité, c'est que si le Cameroun avait gagné sa guerre d'indépendance, ils auraient certainement inspiré d'autres pays
qui se seraient réellement libérés. Mais comme ça n'a pas été le cas, les autorités françaises ayant réussi, cela les a laissé la latitude de tisser quelque chose qui sont en fait des indépendances de façade, desquelles la France continue à tirer profit jusqu'à aujourd'hui sous la forme de ce qu'on appelle encore la France-Afrique. Et c'est fort de ceci que justement, entre les années 60 et 61, ils ont simplement donné les indépendances aux différents pays. Donc, suite à cette première guerre d'indépendance dans les années 60, on peut considérer que les drapeaux ont changé, mais tous les systèmes coloniaux sous-jacents qui profitaient aux colonisateurs est simplement resté en place. Ce ne sont clairement pas les pays africains qui en profitent. Il n'y a qu'à voir la dépendance monétaire qu'on connaît aujourd'hui avec le franc CFA, la présence de bases militaires qui sont un peu comme des espèces de fusils sous la tempe pour rappeler à ces pays qui est le véritable patron, qui est vraiment le plus fort sur le terrain. Exemple concret avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lorsque Laurent Gbagbo a gagné les élections et que la France n'était pas d'accord avec ce résultat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement utilisé l'armée française présente sur le territoire ivoirien via les bases militaires pour pouvoir imposer leur poulain au pouvoir. Il n'y a qu'à voir comment économiquement la plupart de nos ressources naturelles jusqu'au jour d'aujourd'hui sont souvent exportées brutes avec le minimum de transformation possible et après on réimporte des produits transformés beaucoup plus chers. Voilà ce qui explique pourquoi depuis des générations, l'Afrique ne prospère pas. En tout cas, pas comme elle le devrait. Non pas parce que l'Afrique en est incapable, mais parce qu'elle a été affaiblie. Puis elle était structurée pour servir les intérêts d'autres pays étrangers. Et enfin, avec la fausse décolonisation, elle a été maintenue dans la dépendance. Ici, dans cette vidéo, je remets en lumière tous ces éléments, surtout parce que beaucoup de nos jeunes n'en sont pas conscients. Peut-être vous les adultes qui me regardez, vous avez plus ou moins connaissance de cette chronologie que je viens de mettre en exergue, que je viens d'expliquer. Mais demandez-vous, nos adolescents, nos jeunes, combien savent cela, combien arrivent à mettre des mots et de la clarté sur cette réalité diffuse qu'ils vivent. Je suis sûr que la plupart d'entre eux ne comprennent pas ces mécanismes invisibles qui influencent en réalité leur avenir. Ils voient juste la pauvreté autour d'eux, le manque d'opportunités ou les opportunités limitées, mais ils ne comprennent pas toute la trame de fond et toute cette histoire passée qui a conduit à cette situation d'aujourd'hui. Et c'est cette compréhension que je veux apporter en écrivant un livre à l'attention de ces jeunes-là, pour leur expliquer tous ces enjeux cachés et comment ils pourraient faire justement en ayant conscience de tous ces enjeux, agir pour changer la donne, pour être préparés au monde qui vient, au monde qui les attend demain. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on le subit. Or, quand on comprend, on commence à se libérer parce qu'on sait, grâce à cette compréhension, sur quel levier on peut jouer pour justement provoquer cette libération. Et quand je parle de ce qui se joue, c'est parce que tout ne s'arrête pas dans les années 60. La guerre continue en réalité aujourd'hui. L'Afrique est en train de mener actuellement sa deuxième guerre de décolonisation. C'est que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé récemment l'hiver noir. Et avec encore les attentats et les attaques terroristes de la semaine dernière au Mali, on se rend bien compte que c'est une véritable guerre avec des armes, des coups de feu, des gens qui perdent la vie et tout. Donc ce n'est pas juste une question de rhétorique. Et en plus, c'est aussi accompagné d'une guerre informationnelle. Parce que parfois quand on écoute certains Africains parler sur Internet, on a l'impression que soit ils n'ont pas compris ce qui se passe réellement, soit ils font exprès de dire ce qu'ils disent, soit ils disent ce qu'ils disent peut-être par, je sais pas, peut-être des intérêts personnels, ou c'est juste de la mauvaise foi. Je vous prends ici l'exemple de ce monsieur qu'on interviewe, qui intervient lors d'un débat dans une émission diffusée sur Internet par une chaîne YouTube africaine. Écoutez ce qu'il dit. Et je vous avoue que quand j'ai écouté ses propos pour la première fois, je me suis demandé si ce monsieur disait ce qu'il dit par mauvaise foi ou par pure naïveté ou c'est juste, je sais pas. Comme quoi ce ne sont pas juste nos jeunes qui ont besoin d'être éduqués. Même des adultes, 60 ans après les fausses indépendances, n'ont toujours pas conscience de tous les enjeux qui se passent aujourd'hui actuellement autour de l'Alliance des États du Sahel. Écoutons. De faire tomber... on dirait que c'est un retour à la case départ. Et souvenez-vous, en 2013, il a fallu l'intervention de la France sous François Hollande pour éviter que le Mali, c'est pas Bamako, mais le Mali ne tombe entre les mains des rébellions armées. Là, cette fois-ci, la situation est, si j'ose dire, plus compliquée.
Et à mon avis, il ne faut rien exclure. Certes, le Mali est un vaste territoire de 1 200 000 km². C'est un peuple qui est très fier. C'est une vieille civilisation. C'est quelques alliances, notamment avec le Burkina Faso et le Niger. Des mécanismes qui sont en place, une volonté de se défendre. Mais la manière dont on a vu samedi le pays littéralement fondre comme neige au soleil sous les assauts à la fois du JNIM et du Front de libération de l'Azawad, ça montre sa fragilité. J'interviens déjà ici. Il dit, c'est comme si pour lui une seule attaque et c'est tout le Mali qui s'est écroulé. Retour à la case départ quand il commence son propos. Un peu comme s'il était juste là aux aguets attendant que le Mali s'écroule pour je ne sais quel intérêt qu'il aurait à avoir cette vision des choses. Est-ce qu'une seule attaque, aussi impressionnante soit-elle, comme ce qui a eu lieu la semaine dernière au Mali, est suffisante pour faire tomber un pays? Qui plus est, on connaît comment son armée est aguerrie depuis la prise de pouvoir par Assimi Goïta il y a quelques années. Certes, c'était un choc pour le pays, mais de là à tirer les conclusions comme ce monsieur que tout est fini, je ne sais pas si c'est juste de la mauvaise foi ou justement cette guerre informationnelle avec pour but de démoraliser les uns les autres qui écoutent ça. Continuons. S'ajoute à cela le fait que cette fois-ci, il n'y a pas de force extérieure, ni de la France, ni des États-Unis, qui se manifestent pour voler au secours du pays. Surtout que les Russes, qui semblaient être avec je ne sais plus combien de milliers de forces, les Tarzans nouveaux sur le territoire qui s'étaient engagés à protéger le Mali, ont battu une rase campagne pour se faire encadrer par les forces de l'Azawad au nord du Mali et sortir par la petite porte. Donc il n'y a pas de soutien à l'extérieur. Voilà, il dit qu'il n'y a pas de soutien extérieur. Donc, il dit comme le Mali n'est plus sous la supervision ou le soutien des Américains, des Français et ici des Russes. En fait, je vais attirer votre attention sur le fait que ce qui ressort des propos de ce monsieur, c'est comme s'il est en train de dire que l'Afrique serait incapable de se défendre elle-même. Malgré les équipements acquis par le Mali, la montée en puissance de feu, elle aura toujours forcément besoin que les forces extérieures viennent défendre le Mali à la place des Maliens. Il ressort ici cette éternelle idée d'impuissance attribuée aux Africains, que les Africains seraient incapables de se gérer eux-mêmes. Il est encore dans cette logique-là. Peu importe les Russes, les Français, les Américains, les Pakistanais ou tout autre pays, la Turquie ou comment, en réalité, il revient aux Maliens et plus généralement aux Africains de se défendre eux-mêmes. C'est ça le premier pas vers la souveraineté et la souveraineté que les trois pays de l'AES sont en train de s'imposer à eux-mêmes. Ils sont dans le challenge d'imposer ça en exemple à tous les autres pays de l'Afrique. Parce que si la guerre de libération qui se passe dans l'AES réussit, c'est toute l'Afrique qui sera impactée positivement parce que d'autres pays seront inspirés à faire de même pour acquérir leur indépendance réelle, leur souveraineté réelle. Nous ne l'avons pas fait dans les années 60. Nous voici 60 ans plus tard. Nous sommes obligés de refaire face aux mêmes problèmes. Et si nous ne le réglons pas maintenant, c'est probablement nos enfants qui devront recommencer la bataille pour la véritable liberté. Alors autant mieux le faire maintenant et en finir pour permettre à nos enfants de pouvoir justement bénéficier de la prospérité qui accompagne la liberté. Parce que quand vous êtes libre, vous travaillez pour vous-même, vous ne travaillez plus pour d'autres, comme ça a été jusqu'ici le cas pour l'Afrique depuis tous ces siècles. Et je renchéris sur le fait que les États de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de reprendre leur destin en main. Que ce soit politiquement, avec le fait de choisir eux-mêmes leurs propres dirigeants en dégageant les dirigeants marionnettes qui les ont précédés, que ce soit économiquement, que ce soit stratégiquement ou même mentalement. Et je disais qu'on a intérêt à ce qu'ils réussissent ce qu'ils sont en train de faire parce que justement dans les années 60, le Cameroun a échoué a perdu la première guerre de décolonisation. Et du coup, cela a certainement fait peur aux autres pays d'Afrique francophone qui n'ont pas osé se rebeller, qui n'ont pas osé suivre ce chemin. Et du coup, les indépendances factices leur ont été attribuées comme ça, sous le manteau. Et c'est le même enjeu qui se profile ici.
Nous sommes 60 ans plus tard. Et si l'Afrique perd encore cette deuxième guerre d'indépendance, nous serons en train de rater notre rendez-vous avec la prospérité. Parce que comme je l'ai dit, sous l'esclavage et sous la colonisation, le travail des Africains, nous les Africains travaillons sans bénéficier nous-mêmes de tous les fruits de notre travail. Et en étant libres, nous avons la possibilité de travailler et de faire bénéficier et de bénéficier nous-mêmes des fruits de notre travail. Une autre preuve concrète que la prospérité accompagne aussi la liberté véritable, c'est que pour le cas de Burkina Faso, par exemple, nous savons tous pourquoi le président Ibrahim Traoré est autant aimé. C'est parce que, avec le degré de souveraineté véritable qu'il a réussi à acquérir jusqu'ici, il a les mains suffisamment libres pour implémenter des choses concrètes en faveur du Burkina Faso. Nous voyons les routes qui sortent de terre, nous voyons les populations dans la mentalité changent complètement, avec des comportements plus responsables, plus civiques, plus engagés. On voit comment le pays prospère, comment il se transforme, comment ils ouvrent des usines, ils produisent et transforment sur place, comment ils exploitent eux-mêmes leur or, comment ils autofinancent leurs projets. Là est tout l'enjeu de la véritable liberté de l'Afrique. Ouvrir les yeux de notre jeunesse, leur donner les clés pour comprendre et surtout pour ne pas subir. Parce que la prochaine génération africaine ne doit pas hériter de l'ignorance. Au contraire, elle doit hériter de la conscience. Et peut-être que cette fois, ce sera la bonne. Et pour rappel, la version jeunesse de mon livre, Africain et fier, est en promotion jusqu'à ce soir, 21h, sur Amazon, au prix de 10 €. Et après 21h, il passera au prix de 15 €. Les liens sont en description si vous voulez profiter de cette promo exceptionnelle à l'occasion de la sortie du livre. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes sur Afrique Libre et Prospère. À très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour Afrique Libre et Prospère.